RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une heure d'entretien dans l'émission On va pas se raconter d'histoire. Il est le maire de Maxéville depuis 2014, mais il est beaucoup plus en même temps, si j'ose dire. Il est vice-président de la métropole du Grand Nancy, président du groupe centriste et territoire au conseil régional. Juste un petit indice là, pour confirmer qu'il est la voix macroniste qui compte dans le Grand Nancy, en Lorraine et dans le Grand Est. Bienvenue Christophe Chauzereau. Bonjour Philippe. Comment allez-vous ? En pleine forme, très tout bien. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Christophe Chauzereau, vous êtes né le 6 janvier 1970 à Lunéville. Vos parents travaillaient dans le groupe Boussac, à l'époque où la France n'était pas encore désindustrialisée. Absolument. Nous y reviendrons. Vous passez votre jeunesse à Blainville-sur-Lot. Vos études sont couronnées par une agrégation de physique qui vous conduit à enseigner à Sarrebourg, Saint-Dié, Nancy, au lycée Loritz, avant d'intégrer la faculté de médecine. Dans les années 90, vous avez été testé positif au virus de la politique, m'aviez-vous confié avant l'émission. Manifestement, aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas vacciné, sauf contre le Covid. Sauf pour le Covid, mais pas à la politique, non. Engagé tout d'abord au Parti socialiste, où vous bifurquez en 2017, comme pas mal d'autres socialistes, vers les marcheurs, car vous estimez, d'après vous, que la social-démocratie a déménagé chez Macron. Ce qui saute pas forcément aux yeux de tous les observateurs, avec notamment le ralliement d'Éric Woerth au président de la République, membre LR, et président de la Commission des finances. Pour vous, c'est une bonne prise ou ça confirme l'ancrage à droite du président ? Ça confirme ni l'ancrage à droite ni l'ancrage à gauche, ça confirme l'esprit, la philosophie du mouvement que le président de la République a initié en 2017, c'est-à-dire le dépassement. C'est-à-dire à un moment donné, des personnes issues d'une sensibilité de gauche, des personnes issues d'une sensibilité de droite arrivent à converger, à dépasser leurs différences pour essayer de porter un programme présidentiel. Mais on pourra revenir avec plaisir sur un certain nombre de mesures qui ont été portées. Et aujourd'hui, je trouve que le bilan est équilibré entre des mesures de droite et des mesures de gauche. Une mesure de gauche qui est emblématique pour moi, c'est le quoi qu'il en coûte. Si le quoi qu'il en coûte, à la puissance publique qui vient accompagner l'économie et les salariés n'est pas une mesure de gauche, je ne sais pas ce que c'est qu'une mesure de gauche. Donc là, vous portez très bien la parole macroniste. Peut-être pour ça que vous êtes d'ailleurs membre du bureau national d'En Marche. Vous êtes donc un peu déjà dans le secret des dieux. Donc en passant, est-ce que vous avez des infos ? Le président s'annonce quand ? Présente quand sa candidature ? Il ne pouvait pas le faire hier jeudi à Belfort parce qu'on comprend que on va peut-être pas toujours mélanger les genres, forcément mélanger les genres. Là, il y a le week-end qui se profile, il y a le meeting de Valérie Pécresse. Ce serait pas un coup politique qui pourrait être tentant d'annoncer sa candidature en même temps ? Vous connaissez bien le président de la République comme moi, et le président de la République qui maîtrise son agenda. Donc aujourd'hui, personne ne sait exactement quand est-ce qu'il va présenter sa candidature. Nous espérons qu'il présente sa candidature. Juste à observer que la période qui vient de vivre et la période même actuelle entre les négociations à Moscou, à Kiev, la question de l'Ukraine, la présence française de l'Union européenne, la gestion de la crise sanitaire, l'ont plutôt bien occupé, mais le président de la République, le temps venu, annoncera s'il est candidat ou pas à sa réélection. C'est un suspense story, là. Il pourrait ne pas être candidat ? Alors, suspense story, non, pas vraiment. Je ne suis pas beaucoup. Non, bon. Vous pensez qu'il va le faire ? Je crois, oui. Oui. Le moment venu, oui. Je pense qu'à un moment donné, il sera candidat, en tout cas, j'espère. Bon. La vie politique est tout sauf un long fleuve tranquille, vous le savez bien, c'est pas linéaire, il y a souvent des remous. Vous êtes un marcheur affiché, donc revendiqué, revendiqué comme tel. Et cependant, au municipal en 2020, vous n'avez pas fait équipe avec un autre marcheur ou qui est devenu marcheur et qui bénéficie en tout cas du soutien En Marche. Je voulais parler de Laurent Reinhardt. Vous avez plutôt choisi l'option Mathieu Klein. C'était la reconstitution d'une ligue dissoute où vous aviez encore le cœur plus à gauche qu'aujourd'hui ?
Déjà en 2020, je me suis occupé de ma municipale, avant de m'occuper celle des autres. Je me suis occupé de la municipale à Maxéville, j'ai eu l'investiture de la République en marche, j'ai rassemblé autour de moi une équipe du en même temps, des gens de gauche, j'ai même un communiste avec moi pour vous dire, j'ai des écologistes, des socialistes, des gens du centre, et puis j'ai observé l'élection municipale à Nancy, et j'ai surtout fait un positionnement par rapport à la métropole. Par rapport à la métropole et par rapport au projet métropolitain que portaient Mathieu Klein et Laurent Hénart. Et je trouve que Mathieu Klein avait une vision beaucoup plus responsable, beaucoup plus progressiste, beaucoup plus en face des réalités du moment. Et donc, c'est en ce sens que j'ai soutenu Mathieu Klein sur cette élection. Vous parlez au passé, c'est plus le cas aujourd'hui? Ah non, je fais partie de sa majorité. Vous avez même été président du groupe La Majorité, absolument, qui rassemble des communistes au centre droit. Ça, c'était une idée de Mathieu Klein, je me souviens très bien, je peux vous faire cette confidence. À l'issue des élections municipales, on préparait l'exécutif et à un moment donné, à la fin d'une réunion, il me dit, écoute, je veux te voir, j'aimerais que tu présides le groupe de la majorité. J'ai dit, Mathieu, t'es crevé, la campagne était dure. Il dit, non, je veux avoir ce signe-là, comme il a eu le signe avec François Weiner comme premier vice-président. J'ai présidé ce groupe pendant 1 an et puis les élections régionales sont venues, donc le groupe a été mis... je vais pas dire en marche, mais était mis d'aplomb, et puis maintenant d'autres s'en occupent. Mais oui, j'ai présidé ce groupe-là pour les débuts du mandat. C'était intéressant. C'est toujours un grand écart qu'il faut réaliser, mais c'est toujours dans du dépassement. À la région, vous avez été précédemment déjà dans le groupe des marcheurs, mais il n'y avait pas que des marcheurs dans votre groupe précédent, et vous étiez sans doute l'opposant le plus virulent à l'endroit de Jean Rottner, ou j'allais même dire à l'encontre de Jean Rottner. Et vous êtes devenu, me semble-t-il, quand même un peu plus tiède. Aujourd'hui, vous vous êtes abstenu sur le budget, dernièrement. Est-ce que ça signifie pour vous que Jean Rottner est un président Macron-compatible ? On s'était déjà abstenu sur les derniers budgets. Mais c'est vrai alors, je ne sais pas si le mot virulent est le bon, mais étaient des opposants plus systématiques même que le groupe socialiste. Absolument, mais le groupe socialiste, j'avais observé qu'il s'opposait plus à grand-chose. Mais en tout cas, nous, on avait des sujets, et vous étiez un fin observateur de la vie politique régionale, vous l'êtes toujours, et vous avez toujours remarqué qu'on a souvent accompagné des budgets. Par contre, on s'est opposé à un certain nombre de choses. Nous, ce qui a vraiment été notre point d'opposition, c'était la mise en œuvre de la politique régionale. Jean Rottner, aujourd'hui, il a un objet région qui, quand même, a eu un budget qui est passé de 2,5 milliards d'euros à 3,5 milliards d'euros. Il a tout pour réussir, plus les fonds européens, plus les contrats de plan État de relance, plus le contrat de plan État-région. Donc, il a tout pour réussir. La question qui se pose, c'est la mise en œuvre des politiques. On a toujours une opposition là-dessus sur comment je mets en œuvre les politiques régionales au plus près des territoires. Vous dites qu'il a du mal à passer à l'acte ou... Alors, c'est plus que ça. Moi, je suis un pragmatique, je regarde les choses. Aujourd'hui, par exemple, sur du développement économique, on voit en commission permanente, on a, sur l'intelligence artificielle, un dossier. Sur l'export, on a 8 dossiers. Sur l'enseignement supérieur, on a eu 6 dossiers. Donc, on voit bien, on n'a pas assez de dossiers. On a des budgets on voit bien, on a le budget primitif, mais au compte administratif, on a tendance à redonner du budget. Donc, on n'arrive pas à informer, à donner de l'information sur les politiques régionales. Alors, on me répond toujours, mais non, il y a les maisons de région. Non, les maisons de région, c'est pas cela de la territorialisation, c'est faire des contrats de territoire et accompagner les acteurs de l'économie, de l'associatif, des collectivités locales pour pouvoir amener l'information au plus près. On a une grande région, tout le monde le sait, ça fait toujours débat. Mais cette grande région-là, si on veut être efficace, il faut approcher au mieux les politiques. Donc, c'est en cela que j'étais en opposition avec lui. Et puis souvent... une sorte de pas de côté de Jean Rottner sur la collectivité européenne d'Alsace, après sur l'accompagnement d'autres choses. Donc voilà, mais quand il fallait dire les choses, je le disais, on a eu des passes d'armes. Je l'ai cherché aussi quelquefois quand j'ai proposé une motion pour rappeler notre attachement à la région Grand Est. Je l'avais un peu cherché le jour-là. Mais aujourd'hui, j'arrive encore à dire que ce qu'il se passe va dans le bon sens, ou quand ça va pas, je le dénonce. Donc on va revenir sur votre positionnement politique, parce que votre groupe s'appelle Centristes et Territoires. Avant de vous laisser la parole pour répondre, je vais vous proposer 2 définitions des centristes. Vous vous souvenez, peut-être Mitterrand disait les centristes, ils sont ni de gauche ni de gauche. Et François Bayrou disait, ma foi, les centristes, c'est une brouette de grenouilles. Pour vous, quelle est la définition du centriste ? Est-ce que, question subsidiaire, est-ce que pour vous, le clivage gauche-droite qui hérite la vie politique depuis la Révolution, aujourd'hui est suranné, caduc?
Sur le clivage gauche-droite, on voit bien qu'en 2017, celui-là a un petit peu éclaté en vol. C'est la première fois que le pays a mis à la tête de sa destinée un président qui venait ni du Parti socialiste, ni des Républicains, de l'UMP. Et ça, c'était jamais arrivé depuis 1960. Qui avait été ministre de François Hollande. Il était ministre de François Hollande. D'ailleurs, il a commencé à militer au Parti socialiste. Si je reviens sur l'histoire du mouvement d'Emmanuel Macron, au départ, c'est la gauche qui fait le mouvement d'Emmanuel Macron. Ce sont des figures de gauche qui l'accompagnent. Premier fait, c'est en février 2017 où François Bayrou le rejoint. Et troisième fait, c'est Édouard Philippe qui est Premier ministre. Donc on voit bien qu'on a eu une progression qui a été à géométrie variable. Certains vous diront que c'est un glissement à droite. Je sais pas. Moi, ce que j'observe, c'est que à la fin de tout quinquennat, les majorités se divisent, les oppositions s'unissent. Les oppositions s'unissent, c'est quelquefois sur des bouts de papier, mais en tout cas pour aller conquérir le pouvoir. Puis les majorités ont toujours tendance à se diviser. On voit bien le dernier quinquennat. Là, on a quand même l'inverse. On a quand même une majorité qui a tenu, même si on nous a expliqué que les députés qui avaient été élus ne tiendraient pas la route. Aujourd'hui, ça a tenu, à part quelques-uns qui sont partis. Je dirais même que la majorité s'est élargie. Le mouvement d'Édouard Philippe Horizon élargit la majorité. Le mouvement d'Olivier Dussopt et Jean-Yves Le Drian avec Territoire de Progrès, ça élargit les choses. Donc vous faites partie, là. Donc je fais partie. Moi, je suis Alors, je fais pas partie de Territoire de Progrès. Moi, je suis resté à La République En Marche parce que je veux impulser cette philosophie de gauche à l'intérieur et pas à l'extérieur. Moi, les chapelles, je préfère être à l'intérieur. Maintenant, sur votre question Ça, c'est mauvais souvenir du PS Oui. Moi, je suis engagé derrière le mouvement d'Emmanuel Macron et je reste sur cette idée du dépassement et de pouvoir être en capacité. Moi, au Bureau national, j'ai des gens qui viennent de gauche, des gens qui viennent de droite. Donc le clivage gauche-droite, aujourd'hui, c'est caduc, vraiment là Le clivage gauche-droite, aujourd'hui, comme il a structuré notre pays, a besoin de se réinventer. Moi, ce qui m'a toujours surpris, et ce qui m'a fait quitter le Parti socialiste, c'est son incapacité à s'adapter à la vie réelle et à la réalité de la société. Je me souviens toujours, quand on discutait des propositions de François Hollande sur le CICE, sur la loi travail, etc., il y avait toujours un qui montait sur la table et qui en appelait à Jean Jaurès. Très bien de se rappeler l'histoire, c'est important d'avoir sur l'histoire, mais il faut toujours adapter les choses. C'est pour ça que je dis que la social-démocratie a déménagé vers Emmanuel Macron. À votre question sur le centrisme et la définition du centre, c'est vrai que le centre, avant 2017, il était soit de droite ou de droite. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Aujourd'hui, j'appelle plus ça un espace central. Emmanuel Macron a créé cette idée de centre, mais centre du spectre politique français. C'est-à-dire qu'il a un centre qui va autant à droite qu'à gauche. Et on peut regarder sur les mesures qu'il a proposées. On a des mesures que la gauche a toujours rêvé et qu'il a fait. Et on a des mesures que la droite a toujours rêvé et qu'il a fait. Et on voit bien aussi que l'électorat de gauche se reconnaît encore en Emmanuel Macron. Ce qui explique peut-être aussi les déboires des sondages pour les candidats de gauche aujourd'hui. Qu'est-ce qui a annoncé qu'il y a 25% des électeurs aussi bien de François Fillon ou de François Hollande, à peu près... Même plus que 25, même plus, c'est 44% des électeurs de Lionel Jospin et de François Hollande vont voter Emmanuel Macron, et je pense que c'est pas terminé. Parce qu'aujourd'hui, ils se rendent bien compte que la gauche du réel, elle est autour du président de la République. Mais comment vous expliquez, par exemple, l'accident industriel d'Anne Hidalgo ? Le PS reste un parti qui compte quand même encore un certain nombre d'élus, qui a encore un ancrage territorial comme les Républicains, ces deux anciens partis de gouvernement. Comment vous expliquez vraiment c'est pire qu'un accident industriel, là. J'ai beaucoup de respect pour le Parti socialiste. Je le dis souvent, je suis toujours, à titre personnel, socialiste. Je ne suis plus au Parti socialiste, mais j'ai des idées de socialiste, de réformateur, de pro-européen. Donc j'ai beaucoup de respect pour l'histoire du Parti socialiste, tous ceux qui ont fait ce Parti socialiste. Je pense que l'un des accidents du Parti socialiste, et donc d'Anne Hidalgo aujourd'hui, c'est pas Anne Hidalgo. C'est son incapacité à se mettre au travail. Et je pars d'un principe qu'un parti qui ne travaille plus est un parti qui est mort. On peut observer la même chose chez les Républicains. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à quelle est la bonne figure pour nous représenter, mais il faut travailler. Et aujourd'hui, ce parti n'a pas été en capacité de faire une proposition, de faire un programme présidentiel, et donc n'a pas travaillé. Je vous mets au défi de me dire quelle est la grande proposition qu'on nous annonce. On a commencé à parler sur le salaire des profs, on voit bien que ça est confus. Moi, j'ai connu un parti socialiste qui structurait sa vie politique à travers des ateliers de travail, avec des experts qui venaient plancher, etc. Aujourd'hui, je pense que la mort de ce parti, s'il est mort, j'en sais rien, est dans sa manque de réflexion. Mais le paradoxe, c'est vrai, si on observe, les élections intermédiaires ont plutôt été pas mauvaises pour le Parti socialiste. Les municipales, Nancy est basculé à gauche avec un maire socialiste. Les élections régionales, ils ont fait un meilleur score que nous, par exemple. Donc, d'un point de vue local, ça reste plus difficile. Cela, je l'explique aussi par notre faute à nous. Je pense que La République En Marche... N'a pas assez travaillé ?
C'est pas qu'elle n'a pas assez travaillé, c'est qu'elle doit définir son identité politique ou son idéologie politique. On ne peut pas tout baser sur la figure du président de la République. Je pense qu'il faut dire aux Français qui nous sommes d'un point de vue politique. Je l'ai vu pendant la campagne régionale, on nous disait mais qui vous êtes ? Alors quand c'est Emmanuel Macron qui parle, c'est sûr, c'est plus simple. Je vous repose la question, Christophe Chauzereau, justement, qui vous êtes ? Vous êtes en train de m'expliquer que vous avez toujours une fibre de gauche, vous avez soutenu Mathieu Klein, que vous continuez de soutenir. Parallèlement, la députée de Nancy En Marche, Carole Grandjean, elle, a rejoint Laurent Hénart, donc les radicaux et les élus LR. Là. C'est du en même temps qui est parfois difficilement explicable ou compréhensible par les lecteurs de base. Ça ne peut pas être explicable au regard de la métropole. La métropole, c'est une communauté de destin. C'est 20 communes qui décident à un moment donné de se rassembler et mettre 70% de leurs compétences pour travailler ensemble. C'est finalement l'Union européenne à la base métropolitaine. Donc, il n'est pas impossible que dans cet espace métropolitain, des gens de droite, de gauche, du centre puissent travailler ensemble. La belle preuve, le premier vice-président de Mathieu Klein et François Werner, qui n'est pas connu comme grand socialiste de l'histoire quand même. Donc la métropole n'est pas le bon prisme. La vision, elle est beaucoup plus loin. Sur les élections régionales, on avait besoin de nous démontrer notre identité. Qui je suis ? Je suis un homme de gauche, engagé derrière le président de la République. Je suis un socialiste réformateur. Je suis décentralisateur, je suis pro-européen, pas une Europe, je dirais, BA, à dire je suis pro-européen. Non, un pro-européen dans le sens de la réforme de l'Europe. Et Carole Grandjean vous suit là sur cette... Je pense qu'il n'y a pas une feuille de cigarette, et même chose sur Laurent Hénart. Même chose sur Laurent Hénart, je pense qu'il n'y a pas une feuille de cigarette qui ne sait pas. Par contre, ça ne va pas échapper que Laurent Hénart avait rassemblé autour de lui aux élections municipales, évidemment des candidats de la République En Marche, mais également des candidats LR, voire plus. Et là, j'ai du mal de me rassembler là-dessus. Vous en avez parlé avec lui hein ? J'en ai déjà parlé avec lui. Oui. Et je lui ai dit que je pense que la meilleure stratégie de la République En Marche aurait dû aller aux élections municipales. À un moment donné, quand on fait de la politique, il ne faut pas avoir peur à la défaite. Et donc, il faut défendre ses couleurs jusqu'au bout. Bon. Mais le rassemblement naturel aurait dû être un rassemblement Parti radical République En Marche sans aller plus loin. Donc, on va continuer votre présentation avant de faire une petite respiration musicale. Sur les réseaux sociaux, là, on a senti quand même que ça se tendait quand même un peu avec les socialistes. Hein. Il y a quelques échanges sur Twitter, des échanges peu amènes, mais on va dire des échanges de campagne, quoi. C'est la tonalité de campagne. Surtout depuis que vous avez annoncé votre intention de partir aux législatives sur la 2e circonscription, semble-t-il. Non, je suis pas candidat aux législatives. Vous n'êtes pas candidat, mais la rumeur a couru et vous n'aviez pas démenti. Donc, déjà, je suis pas, Bachséville n'est pas sur la 2e circonscription, mais sur la 6e. Donc, sur la 6e, pardon, pas la 2e, la 6e. Mais je pourrais partir aussi sur la 2. En politique, j'ai appris une chose, c'est de jamais fermer les portes trop vite. Toujours prendre le temps. Aujourd'hui, je suis... Mais vous avez eu envie d'y aller ? Je dis pas que le débat national ne m'intéresse pas, mais je crois aussi que le débat territorial et que le président de la République a besoin d'élus locaux. Et donc, être maire, être vice-président de métropole et puis à la région, c'est un élément qui me va plutôt bien. Vous n'avez pas envie de tourner la page de la vie locale ? Non. Je le dis souvent avec malice à la presse, je dis la seule chose qui me pourrait me faire aller aux législatives, c'est si je rentre au gouvernement, mais ce qui est peu probable. Oui, on ne sait jamais. Hein. Bon. Je préfère ajouter, c'est peu probable. J'avais justement une petite anecdote à propos des législatives. Hein. Vous m'aviez raconté il y a quelques années que vous avez voté au 2e tour Caroline Fiat, députée France Insoumise, face à un candidat Front National. Est-ce que si la configuration se représente aujourd'hui, votre vote serait identique ? Alors, la configuration ne va pas se représenter, mais si elle se représente, je ferai exactement le même vote, mais je vais même vous rajouter une chose. J'ai été le premier maire de la circonscription à appeler à voter pour Caroline Fiat. Dès le dimanche soir, à un moment donné, il faut se situer sur le plan républicain, et donc j'avais appelé à voter Caroline Fiat, elle était élue. Oui. Et à l'époque, on se rappelle, on avait fait, me semble-t-il, l'erreur de ne pas présenter de candidat majorité présidentielle, et on avait vu un éclatement entre Rachel Thomas, entre Hélène Rossignol, même Julien Vaillant, il était majorité présidentielle, virgule de gauche. Donc et donc on a eu un éclatement des voix. Ça avait été la 6e, il laisse des souvenirs assez... si on avait eu en 2017 un candidat clairement majorité présidentielle, on gagnait. Et donc on a eu Caroline Fiat. Eh ben, on va passer maintenant, avant de voir la politique, l'actualité du jour, une respiration musicale que vous avez choisie, c'est Benjamin Biolay. Il dure 6 minutes, c'est ça. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet.
Nous sommes en compagnie de Christophe Chauzereau, maire de Maxéville, responsable aussi de plein d'autres choses, ce qui nous permet de passer, de brosser un large panorama de l'engagement politique et de l'actualité. Avant d'aborder l'actualité nationale, nous allons, puisque Christophe Chauzereau a souhaité aborder aussi le bilan d'Emmanuel Macron, on va peut-être lui demander ce qu'il pense du bilan de Mathieu Klein. Ça va faire bientôt, 1 an et demi qu'on va dire, que Mathieu Klein est aux manettes, aussi bien de la ville que de la métropole. Vous êtes l'un de ses soutiens. En un mot, là. Je suis un de ses vice-présidents et je lui dis souvent les choses. En un mot, déjà, il a 2 ans de mandat, donc un mandat qui est pas simple, en période Covid, donc encore moins simple. Il a récupéré une métropole dans une situation financière qui était assez catastrophique, pour dire les choses. Il a pris un certain nombre de décisions. Alors, la première décision, là, je suis directement concerné, c'est sur les transports. Moi, j'avais travaillé sur le projet de tramway ligne 1, il a lancé le plan métropolitain des mobilités en disant que le tramway dans un premier temps on le fera pas et on va aller plutôt sur un trolleybus et élargir. Mais il y avait une question financière. Une question pleinement financière, c'est-à-dire que si on finançait le tramway, on était à 430 millions d'euros, on finançait plus rien à côté. Donc il y avait vraiment... Et vous avez renoncé au téléphérique aussi? Le téléphérique, on y a renoncé trop vite. On a manqué de vision, alors c'est vrai. Téléphérique, pour préciser pour nos auditeurs, vers Brabois. Absolument. Depuis le Vélodrome jusqu'à Brabois, c'était une solution qui était sérieuse. Moi, je l'ai pas inventée, c'est-à-dire que c'est une solution qu'on m'a présentée. D'ailleurs, Brest l'a mis en place, je crois que Toulouse le met en place. Elle existe à New York depuis très très longtemps. C'était une solution qui était intéressante. J'ai pas été suivi sur cette hypothèse-là et ça a été balayé un peu rapidement parce que je crois, ça coûtait déjà pas cher. On avait un système à 15 millions d'euros. Qui en termes d'attractivité et de visibilité était plutôt pas trop mal et qui aurait permis de répondre je pense, à nos besoins. Alors évidemment, il y avait une rupture de charge, etc. Mais je pense qu'on a raté une étape. Donc, sur le bilan de Mathieu Klein, sur cette question des transports, donc là, il a ouvert un large chantier. Je pense qu'on avait vraiment besoin en termes de transport de ce large chantier. Il a installé une agence de développement économique qui, depuis des années, on en parlait. C'est une réalité. Ça a été fait, et pas simplement une agence de développement économique sur la métropole, sur tout le sud Meurthe-et-Moselle. Il a certains projets emblématiques, je pense à Alstom, je pense également à la plage des Deux-Rives. Donc il y a un certain nombre de sujets qui ont été portés, des sujets pas simples. Il revoit complètement Nancy Grand Cœur, où chacun, alors a son avis là-dessus, mais peut quand même tous observer que ce projet Nancy Grand Cœur était d'un point de vue, je dirais, de vivre ensemble était un peu minéral, le moins qu'on puisse dire. Donc, il revoit complètement ce projet-là. Donc, aujourd'hui, je trouve qu'on a un Vous sentez que les choses avancent ou que les choses patinent? Est-ce que ça pourrait avancer plus vite? Alors, un observateur pourrait très vite dire ça n'avance pas assez vite, mais avec un peu d'expérience comme maire et comme vice-président, tout ça demande du temps. C'est pas des petits sujets, c'est une vraie rupture de ce qui avait été fait. Donc, ça demande du temps, mais je pense qu'il a proposé, ce qu'il a mis en œuvre, la vision qu'il a de la ville, de l'organisation de la ville, que ce soit de la plaine Flageols, la requalification aussi des hôpitaux, l'hôpital central, de l'ancienne fac de pharmacie. Enfin, voilà, il a une vision qui développe dans les champs universitaires. Vous m'offrez justement une transition. J'avais posé la question. Les champs universitaires, c'est moins grand public, mais c'est tout aussi fondamental. Il y a un certain nombre d'enjeux que vous connaissez bien là. Alors l'enjeu universitaire, c'est pas moi qui vais vous dire l'inverse. C'est fondamental pour une collectivité, que ce soit une métropole et que ce soit une région. Je cite souvent, mais j'aime le citer, un qui a été un de mes maîtres en politique, c'est Jean-Yves Le Déaut. Jean-Yves disait toujours, mais vous l'avez aussi entendu à la région, il disait toujours que les mines du XXIe siècle sont des mines de matières grises. Je trouve que cette formule résume parfaitement les choses. Aujourd'hui, avec ou sans Metz Avec Metz. On ne fera. Alors, aujourd'hui, le débat sur l'université de Lorraine, pour moi, il est derrière. J'étais à l'époque vice-président quand l'université de Lorraine s'est mise en place. J'ai visité l'université de Strasbourg il y a 15 jours. Je peux vous dire que l'université de Strasbourg, c'est très très puissant. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout fonctionne en appel à projet, que ce soit la région, que ce soit l'État. On n'aurait pas pesé dans ce concert et même sur la négociation d'un contrat de plan. Donc l'université de Lorraine, elle a des classements qui sont bons, elle a une vraie visibilité, des formations qui sont très transversales, un travail qui a beaucoup évolué sur la question du transfert de technologie. On voit bien ce qui se passe autour de Grande Innovation, dont je préside la structure, crée beaucoup de start-up. On accompagne des start-up, on est en lien avec les laboratoires, on accueille des créateurs d'entreprises. On travaille même avec la métropole sur une zone d'accueil sur les anciennes carrières solvées d'entreprises, parce qu'on crée beaucoup de start-up. Justement, les initiatives universitaires n'ont pas toujours été bien perçues par le maire de Metz, qui est par ailleurs vice-président du conseil régional chargé de l'enseignement supérieur. Alors au départ, quand Jean Rotner l'a nommé à l'enseignement supérieur, je me dis, mais quelle histoire!
Vous avez cru à un gag ou une provocation? J'ai cru à une provocation dans un premier temps. Un gag, je ne me permettrai pas, mais une provocation. Mais du coup, ça a fait du bien parce que le fait d'être vice-président enseignement supérieur, recherche, innovation sur la région Grand Est, il a pu prendre du recul et il s'est rendu compte à quel point l'Université de Lorraine était importante. Demain, nous installons avec Marc Siamana, le vice-président de Metz Métropole, ce qu'on appelle la conférence territoriale du sillon lorrain. Je crois qu'on a besoin d'avoir ce lieu de discussion. C'est en ça que la région Lorraine avait son avantage. Je me souviens, comme vice-président de la région Lorraine, je voyais une fois par mois l'ensemble des collectivités et puis on arrangeait les choses, on concertait, on travaillait ensemble. On a besoin de lieux de rencontre plutôt que d'arriver à la fin des fins à s'expliquer dans la presse. Donc demain, ça sera mis en place. Mais aujourd'hui, la métropole, c'est 55 000 étudiants. C'est une vraie attractivité. L'Université de Lorraine, une puissance, je dirais, de feu pour la vie de la métropole et de notre territoire. Là, Pierre Meutzenart arrive au terme de son mandat de président de l'Université de Lorraine. Vous allez soutenir un candidat là? Vous avez une préférence pour un des candidats qui s'est déjà déclaré là? Pour l'instant, j'ai pas de préférence et avec Marc Siamana, on va faire la proposition demain, donc à l'installation de notre conseil territorial, d'auditionner les candidats. Il y en a 3 déclarés, on parle d'un 4e, on verra bien. Mais en tout cas, les auditionner, nous, ce qu'on va essayer, c'est d'avoir une position commune sur le soutien à une ou un président. Ce que je souhaite, en tout cas, c'est une sorte de continuité. Je dis pas qu'il faut toujours continuer sans changer, mais il faut continuer sur cet objectif d'Université de Lorraine à la taille qui est là, avec ces filières d'excellence, on les connaît, santé, matériaux, énergie, numérique, biotechnologie, ces centres un peu dispersés sur le territoire lorrain qui permettent d'être des portes d'entrée via des IUT ou des premiers cycles, mais être dans cette continuité, continuer à la soutenir. Et un effort doit être fait sur peut-être l'international, où on doit peut-être travailler un peu plus. Mais voilà, c'est une chose qui est justement, on va venir à l'international et on va parler un peu d'Europe, ce qui nous ferait la transition avec le national. On entend souvent Jean Rotner dire, voilà, le Grand Est est quasiment au centre de l'Europe, intermédiaire avec toute l'Europe continentale, enfin les portes sur l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, c'est pas franchement le sujet qui passionne les Français. On a même l'impression qu'il y a un sentiment anti-européen qui monte depuis quelques années, ou une indifférence au minimum. Comment vous interprétez ça? Est-ce que le président de la République a eu raison de ne pas laisser passer son tour et de présider le Conseil de l'Union européenne depuis le 1er janvier pour 6 mois? Je commence par votre dernière question. Il a eu raison de prendre la présidence française de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne, parce que ça se prépare tout ça. Ça se prépare et aujourd'hui, sans aucune malice, j'observe quand même les autres candidats. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu légers en termes de politique internationale. Donc ça se prépare. Il a bien fait de prendre la présidence française. Jean Rotner a raison. D'un point de vue géographique, la région Grand Est est au cœur de l'Europe, même si toutes les régions de France, je vous explique, qu'ils sont au cœur de l'Europe. Un peu de géographie nous montre que c'est vraiment au cœur de l'Europe, avec tout ce transfrontalier, le travail transfrontalier qu'on doit faire. Je regrette simplement, on a été obligé de déposer une motion en séance pour appeler le président Rotner à justement utiliser ces 6 mois de présidence française pour faire peser la région Grand Est sur cette présidence française. Je crois qu'il y a un point important sur la construction européenne. Moi, je crois beaucoup à l'Europe des régions. Alors, je ne défends pas ici le syndicat des conseillers régionaux, mais je crois que l'Europe des régions a son sens. C'est d'ailleurs pour ça que François Hollande, à l'époque, avait voulu changer le périmètre des régions pour peser dans ce concert d'Europe des régions. Pour qu'on puisse donner plus de compréhension à l'Europe. Et on revient à la même discussion qu'on avait sur la région Grand Est. Il faut territorialiser. Mais il faut peut-être donner davantage de pouvoir aux régions françaises. Il y a la loi de décentralisation qui vient passer, qui a même été votée, si j'ai bien noté, par les socialistes. Absolument. Même s'ils la trouvent trop timide, et c'est un peu l'avis des observateurs. Bon, cette loi est intéressante, mais elle va pas assez loin. Mais si elle va plus loin, est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer d'autres collectivités européennes d'Alsace? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la CEA fasse des petits? Je continue sur l'Europe. L'outil que les régions disposent, qui est un outil puissant, ce sont les fonds européens, que ce soit les fonds européens ou les fonds européens pour l'agriculture. On a des outils qui sont très très puissants pour accompagner les politiques européennes. Maintenant, sur la loi de décentralisation, effectivement, on le sait, sur cette région, on a un sujet dit Alsace. Et vous avez suivi nos débats dès notre installation en 2016. Je crois que dès la première séance, le sujet Alsace a été posé. Aujourd'hui, le gouvernement a fait le choix d'une sorte d'expérimentation, d'une différenciation avec l'Alsace, en lui donnant le statut de collectivité européenne d'Alsace, qui est d'ailleurs la fusion de 2 départements, avec quelques compétences, sur le transfrontalier, le bilinguisme, les routes, etc. Donc, il y a une différenciation pour essayer de répondre à une chose. Moi, ma position là-dessus, je trouve que l'espace Grand Est est le bon espace pour les politiques stratégiques de la région. Et la région,
et la collectivité de la stratégie. Dans le champ du développement économique, de l'aménagement du territoire, de l'innovation, des transports, c'est le bon périmètre. Donc, penser que le périmètre lorrain aurait été le bon périmètre, nous l'avons vécu. Je voyais bien que, d'ailleurs, dans l'innovation, on avait des pôles de compétitivité qui étaient déjà à cheval sur plusieurs raisons. Donc, c'est le bon périmètre. On revient toujours à la même question, c'est la mise en œuvre de nos politiques, donc la territorialisation, la déconcentration, la décentralisation de la région vers les territoires. C'est ça qui manque. Et aujourd'hui, je pense que le plus gros problème de la région, c'est pas son périmètre. C'est le problème du président de région qui n'arrive pas à créer l'unité régionale et à créer un vrai sentiment de région. Quand on nous dit, oui, le tourisme, il sera jamais Grand Est, mais personne ne pense ça. Enfin, les gens, ils vont en Alsace, ils vont dans les Vosges, ils vont en Champagne-Ardenne. Enfin, ça, c'est des histoires, tout ça. Notre identité, on la garde, notre identité. Je suis persuadé que si on va dans Nancy, on fait un sondage, est-ce que vous voulez rester Lorrain ou vous venir Grand Est, tout le monde va vous dire Lorrain, c'est bien normal. Mais, d'un point de vue de l'organisation politique, c'est le bon. Le président Rotner a du mal encore à structurer cette région. Il a trop pris l'exemple de son ancienne région d'Alsace, mais qui était plus petite. Aujourd'hui, on a une différenciation. Le président de la République, pour l'instant, ne s'est pas exprimé. On attendra s'il s'exprime un jour sur sa vision demain. Mais il faut faire attention aux boîtes de Pandore, des fois qu'on ouvre et puis qu'après, on n'arrive pas à fermer. Donc, revenons au national. Vous parlez du président de la République, bon, qui ne s'est toujours pas déclaré candidat, mais ce qui n'interdit pas de dresser un bilan du quinquennat Macron. En 2 mots, pour vous, quel est le bilan? Vous allez me dire qu'il est globalement positif, ce qui ne sera pas une surprise. Donc je rectifierai peut-être sur certains points. Je vais pas vous dire que le bilan est pas bon, mais je vais essayer d'éviter. S'il y avait une mesure, par exemple, on va pas passer le catalogue, on va pas faire style catalogue La Redoute, mais s'il y avait une mesure emblématique qui vous a particulièrement séduit, réjoui. Alors, pour le coup, là, c'est le maire. Je trouve que et en plus, ici, on est sur un quartier politique de la ville. Ce qu'il a mis en œuvre dans les quartiers politiques de la ville, le renforcement des REP+, des réseaux d'éducation prioritaires, le développement de la cité éducative sur tout cet ensemble-là, la rénovation urbaine qui a été multipliée par 2, le dédoublement des classes de grandes sections CEP et CE1, je pense que ça, c'était des bonnes mesures éducatives. Et l'augmentation des budgets de politique de la ville, je pense que ça a bien fonctionné. Le plan pauvreté, d'ailleurs, sous le rapport de Mathieu Klein. On s'en souvient, c'est Mathieu qui avait été mandaté par le président de la République. Vous pensez que c'était l'inspirateur du président de la République? En tout cas, ce qu'il a proposé, Mathieu Klein, moi, me va parfaitement et je le mets en œuvre sur la commune de Maxville. Vous le sentez Macron compatible aussi, Mathieu Klein? Mathieu Klein est un social-démocrate, comme on dit. Et comme je dis que la social-démocratie a déménagé, à un moment, quand la maison déménage, il ne faut pas chercher la porte d'entrée. Mais il avait été sollicité pour entrer au gouvernement, il avait refusé. Au gouvernement, Mathieu était un soutien de Dominique Strauss-Kahn, donc la sensibilité est là. Après, libre à lui de choisir son orientation et son positionnement politique, c'est pas moi de le dire, mais en tout cas, ce qu'il avait défini dans le plan pauvreté, surtout à mettre le focus sur la petite enfance, qui est vraiment quelque chose d'important. Moi, aujourd'hui, sur ma commune, eh bien, ce plan pauvreté, avec l'aide de l'État, eh bien, on met les petits déjeuners dans les écoles, on a des lieux d'accueil enfants-parents, on a des places réservées en crèche pour les femmes seules isolées. Donc, ça, ce sont des bonnes mesures. Sur le plan économique, bon, alors, je ne veux pas faire le catalogue, mais regardons de manière pragmatique les choses. Le quoi qu'il en coûte, alors même si certaines nous expliquent qu'il a cramé la caisse, mais à un moment donné, la politique, c'est cela, c'est réagir à un moment donné. Ce moment donné où le pays s'arrête, où l'économie s'écroule, il faut que la puissance publique soit utile là-dedans. Et on voit bien que la puissance publique était au rendez-vous. Elle a été au rendez-vous parce que les réformes ont été prises avant. Et on voit bien aujourd'hui que le taux de croissance, il est à 7%, que le taux de chômage, enfin, entre le dernier trimestre de 2021, on a eu 2,5 millions d'embauches. C'est du jamais vu. On a eu des investissements étrangers, notre attractivité est bonne, l'industrie est de retour. Cependant, bon, sur le quoi qu'il en coûte, Macron a reçu quand même un large soutien, on le voit dans les sondages, mais il lui est quand même reproché sa verticalité et sa pratique un peu quand même solitaire du pouvoir avec le Conseil de défense, donc tout sauf transparent, des décisions très verticales, ce refus, voire certains disent le mépris des corps intermédiaires. Est-ce que ça, c'est pas lié au fait, par exemple, à son tempérament sans doute, mais au fait qu'il n'ait pas d'autres mandats, notamment des mandats locaux avant de devenir président de la République? Est-ce que c'est bien ou pas bien de ne pas avoir un mandat local avant? J'en sais rien. Mais sur la question ça permet de sentir le terrain. La question de la verticalité,
pendant la crise sanitaire, s'il était obligé de faire un référendum à chaque fois qu'il voulait prendre une décision, ça aurait été un peu compliqué. Donc il y a des moments de crise, des situations anormales demandent d'avoir une position qui est tranchée et prendre des responsabilités. Pas voulu être tout à fait à sa place à de nombreuses reprises. Maintenant, sur l'effet qui s'est coupé des territoires, je prends l'exemple du grand débat, par exemple, il a quand même été à la confrontation des Français. Enfin, peu de présidents de la République l'ont fait. Au niveau des maires... Parce qu'il y a eu quand même un phénomène qui s'appelait les Gilets jaunes. Donc, je pense que progressivement, depuis le début de son mandat en 2017, il s'est rendu compte de l'intérêt des élus locaux pour la mise en œuvre de ces politiques, des relais sur le terrain. Donc, progressivement, il est revenu. Enfin, les dotations de l'État ont été arrêtées, quoi qu'on en dise. Donc, aujourd'hui, les dotations de l'État n'ont pas été diminuées dans les communes. Elles ont même été augmentées dans d'autres collectivités. Je prends un exemple tout à l'heure. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une colère qu'il n'a pas forcément sentie dans le pays? On verra ce vendredi soir quelle sera l'ampleur du convoi de la liberté. Je mets des gros guillemets, puisque c'est les anti-vax et, on va dire, les anti-tout qui essayent de bloquer Paris ce soir. Est-ce que ça signifie pas qu'il n'y a pas encore une colère un peu rentrée qui demande qu'à s'exprimer dans ce pays où on parle d'ailleurs d'un taux d'abstention assez important à l'élection présidentielle et aux élections législatives? Pour le coup, ça m'inquiète. On n'en a pas parlé. Les élections régionales, on a quand même eu 29% de participation en région Grand Est, ce qui est pas rien. Je pense aussi qu'il a payé la facture de beaucoup d'années de mandats d'autres. Le pays, c'est pas du jour au lendemain, à partir du printemps 2017, complètement effondré. Donc, il y a eu un ras-le-bol qui a monté. Il l'a dit devant les médias lorsqu'il a fait sa grande émission que ces petites phrases, il les regrette. Peut-être que ça... Mais quelques jours après, il a dit qu'il était ravi d'emmerder les non-vaccinés. Moi, j'essaye de pas utiliser les mots-là. Alors, c'est vrai que c'est pas sorti comme ça. Il l'a fait exprès. Il a voulu faire un électrochoc, mais je pense qu'il faut faire attention avec ce genre de phrases, parce que ça peut un peu exciter les choses. On a une société qui est en ébullition. Moi, je le vois. Hein. Comme maire, on voit bien les gens assez énervés. Donc, on a besoin d'explications, on a besoin de rassurer, mais je crois qu'aujourd'hui, les Français ont besoin d'avoir un président qui soit capable de leur montrer le chemin et de leur sortir du tunnel. C'est ça, une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est pas un catalogue. Donc là, c'est pour 2022. Vous avez compris, vous soutenez Emmanuel Macron. Oui. Ça sera son dernier mandat, puisque s'il est réélu. Oui. Après, vous êtes prêt à soutenir Édouard Philippe, là, qui se prépare à 2027? Alors après, est-ce que Édouard Philippe sera pour vous, ça serait un bon candidat Édouard Philippe était un très bon Premier ministre. Comme beaucoup, quand il était nommé à Matignon, j'étais un peu surpris, sourd-doux. C'était le troisième coup, je vous disais, à la gauche, de Bayrou, 3 Philippe. Mais force est de constater que c'était un bon Premier ministre qui a une bonne cote de popularité auprès des Français. C'est long, 5 ans. On va voir ce que ça va faire, on va voir où ça va aller. Je pense qu'on a encore une recomposition politique qui va encore avoir lieu, peut-être des fusions de partis, des choses comme ça. Donc, passons déjà la première étape des élections présidentielles, parce qu'il n'est pas réélu, le président de la République. Il n'est déjà pas candidat. Donc, il faut déjà qu'il soit réélu. Et ensuite, on verra la suite. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Maintenant, on va passer aux questions plus délicates, Christophe Chauzereau. C'est d'abord le questionnaire de Proust. En 10 questions, revisiter. Votre couleur préférée? Le bleu. Votre personnage politique historique préféré? Sans aucun doute, François Mitterrand. La décision politique historique la plus forte qui a été prise et que vous avez retenue? L'abolition de la peine de mort. Le scientifique qui vous fascine le plus, puisque vous avez une culture scientifique, je rappelle que vous êtes agrégé de physique. Je vais en prendre un récent, parce que je ne vais pas prendre dans l'histoire. Pierre-Gilles de Gênes. Axel Kahn aussi, pardon, mais je vais en prendre. J'aurais pu dire Jean-Yves Le Déaut. L'animal que vous préférez? J'aime beaucoup les chiens. Le fruit que vous préférez? La mandarine. Le mot que vous détestez le plus? C'est un mot grossier, donc. Mais racisme. Votre défaut principal? Je veux quelquefois aller trop vite. Et votre qualité première, selon vous? Je veux quelquefois aller trop vite. Votre rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, je vais pas vous dire que le président soit réélu, c'est pour un rêve, ça. Mon rêve le plus fou, c'est que... Ou de vous présenter à la présidence de la République? Non, c'est pas un de mes rêves, c'est que ma famille soit en bonne santé.
Maintenant, on va voir ce que vous n'avez jamais osé dire en public et que vous allez nous avouer maintenant. Là. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire? Vous avez gardé par-devers vous? J'ai tellement de choses, il faudrait... Oui. Mais je suis pas quelqu'un qui cache les choses. Peut-être quelquefois des bêtises, des défauts, mais que c'est vraiment moi qui coupais les cheveux de ma voisine de classe quand j'étais petit. Mais personne ne l'a su. Ça, c'était en quelle classe? J'étais en CE1, elle était juste devant moi, elle avait des cheveux très très grands, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'avais un ciseau, j'ai coupé les cheveux et elle est partie comme ça et je ne me suis jamais dénoncé. Vous étiez un élève turbulent? Ça m'est arrivé, oui. Oui. J'aime beaucoup rire. Oui. J'aime la bonne vie. J'ai été élevé dans une ville, on vous en avait parlé au début, Blainville-sur-Eau, c'est une ville ouvrière et mes parents travaillaient chez Boussac, j'ai toujours eu un petit peu ce paternalisme et le vivre ensemble, j'ai horreur d'être tout seul, je ne supporte pas la solitude. Et il nous reste encore quelques minutes avant de terminer par une note musicale. Quelques réactions comme ça que j'avais gardées sur mon post-it habituel. Quand Mme Maracineanu, ministre déléguée au sport, a dit « Je me rends en Chine sans état d'âme ». Est-ce que la formule était heureuse? Finalement, elle n'y est pas allée parce qu'elle a attrapé le Covid. Ouais. Est-ce que la formule était vraiment heureuse là? Moi, je pense que j'aurais préféré la formule « Je vais soutenir les athlètes français et pas le régime chinois ». Quand Emmanuel Macron est venu hier à Belfort annoncer le développement du nucléaire, certains commentateurs ont employé l'expression tête à queue. Emmanuel Macron avait poursuivi la politique de François Hollande en fermant Fessenheim. Et aujourd'hui, c'est non, on ferme plus rien, on développe, on répare, on développe. C'est un changement de positionnement. Je ne le crois pas. Fessenheim, il fallait le fermer. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 12 centrales sur 56 qui sont arrêtées. On est sur cette stratégie énergétique sur du en même temps. En même temps de l'énergie renouvelable, en même temps du nucléaire, parce que l'objectif, il est quand même de l'objectif de la neutralité carbone en 2050. Mais là, je pourrais développer plein de choses. Et ce qu'il a dit dans son discours à Belfort aussi, le premier axe, c'est de moins 40% d'économie d'énergie. Parce que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, on développe le nucléaire, parce que celle-là, elle ne rejette pas de gaz à émission à effet de serre. Et on développe le renouvelable. Moi, je pense que la stratégie unique ne fonctionne pas. Le tout nucléaire ne fonctionne pas, le tout énergie renouvelable ne fonctionne pas. Il faut les deux. Donc, il a développé cela et développé la filière hydrogène qui était aussi dans son discours à Belfort. Dernière question, peut-être. Je regardais en même temps mes notes, juste pour faire réagir, pour reprendre le début de notre conversation. Bruno Le Maire a déclaré il y a quelque temps qu'il n'y avait pas de différence de programme, finalement, pas de différence entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Et Éric Woerth, avant de rallier Emmanuel Macron, a déclaré dans Le Parisien « Macron n'est pas plus de gauche que moi. » Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que quelquefois nos responsables politiques devraient poser un peu de temps avant de sortir n'importe quoi. Et je pense que ces deux citations ne valent pas grand-chose. Il faut un peu de sérénité dans tout ça. Je pense qu'effectivement, le programme de Valérie Pécresse n'a rien à voir avec le projet politique du président de la République, ça c'est clair. Valérie Pécresse, elle est sortie des Républicains, elle est revenue à la porte des Républicains avec Ciotti au bras. Donc, là où je vois bien qu'elle est sur une droite radicale. Donc aujourd'hui, on développe notre propre programme, qui est un programme qui est central. Et non, les deux expressions-là, bon. Christophe Chauzereau, merci. Merci à vous, Philippe. Merci. RCN, www.rcn-radio.org